Le temps s'accélère du côté de la COP15 à Montréal. Les négociations s'enlisent. Regardez cette plante robot. Elle est installée dans l'enceinte du sommet. Et en fait, elle se fane ou s'épanouit en fonction des annonces des pays, en fonction des données qu'elle reçoit, tout simplement. Vous voyez, ça fait un peu le yo-yo. C'est une sorte de thermomètre géant de ces négociations. Et nous retrouvons en direct de ce sommet donc de Montréal Pierre Canet. Bienvenue, vous êtes directeur du plaidoyer à WWF France. Est-ce que vous êtes optimiste Bonjour. à quelques jours de la fin de cette COP15? Il semblerait que l'arrivée des ministres de l'Environnement de tous les pays ait un peu permis de relancer en fait ces négociations. Bon là, vous êtes au cœur du réacteur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord et les pays sont en train de négocier à un niveau de ministre sur des sujets extrêmement politiques. Et nous sommes plutôt inquiets car aujourd'hui, des discussions de ce qu'on voit aussi dans les salles de négociation, c'est comme si en gros l'ambition était en train d'être coulée sur des éléments vraiment phares de cet accord pour réussir à enrayer la perte de la biodiversité et préserver la nature sur Terre. Donc à ce moment critique du week-end, on en appelle aux ministres pour vraiment, chacun à leur niveau, de s'assurer dans un esprit constructif de sauver l'accord à Montréal. Sauver l'accord car protéger 30% de la nature sur Terre, c'est important, mais ça ne suffit pas. Les 70% restants, ce sont des espaces menacés aujourd'hui par exemple par une agriculture intensive qui pollue, l'utilisation de pesticides, les pollutions plastiques. Et donc, il va falloir, dans ces prochaines heures, que les ministres arrivent avec des coalitions à préserver, sauver l'accord de Montréal pour s'assurer qu'il s'occupe vraiment des racines du problème et notamment des enjeux de consommation et de production. Donc pour vous, ce sont les ministres qui peuvent influer, qui peuvent changer et permettre cet accord ? Oui, ils sont responsables face à leur population. L'humanité aujourd'hui est menacée. L'avenir de l'humanité est menacé, des communautés locales sont directement touchées par la perte de biodiversité. On pense aussi aux peuples autochtones dont l'habitat est détruit par des activités humaines et donc est menacé. Aujourd'hui, ce sont donc ces mêmes populations qui attendent de leur gouvernement. Il y a une mobilisation mondiale de citoyens pour la nature. Nous sommes préoccupés par cet effondrement de la nature. On pense tous à ces espèces qui ont disparu et à ce million d'espèces qui malheureusement risquent de disparaître si cet accord n'est pas au niveau. Donc aujourd'hui, il y a effectivement une pression forte que l'on doit exercer sur les ministres. Ce sont eux qui sont redevables face à leur population. Ils ont la possibilité et les décisions possibles entre leurs mains pour pouvoir sauver cet accord. En lien bien sûr avec les présidents, chefs d'État et de gouvernement qui dans les capitales sont vraiment à la manœuvre. On le sent par exemple en France, c'est directement le président de la République, son équipe qui doit prendre les choses aux mains pour pouvoir aussi apporter avec le ministre ici présent les arbitrages nécessaires pour sauver cet accord dans les prochaines heures. Alors Pierre Canet, vous dites que vous êtes préoccupé. On va écouter un acteur et activiste américain, il s'appelle James Cromwell et lui il est plutôt en colère, on l'écoute. La plupart des gens dans le monde essaient de faire une différence. La question qui se pose est la suivante. Où sont les dirigeants? Pourquoi ne sont-ils pas là? Pourquoi font-ils des promesses qu'ils ne peuvent pas tenir? Ils le font parce qu'ils reçoivent leurs ordres de quelqu'un d'autre, pas de nous, pas des gens qu'ils sont censés représenter. Ils les reçoivent des donateurs. Est-ce que vous comprenez cette colère, Pierre Canet? Est-ce que vous la comprenez? Oui, c'est une forme de colère froide que l'on ressent aussi toutes ces années passées, justement, où les chefs d'État et de gouvernement ont promis déjà au G7 qui a été organisé en 2019 en France, ils s'étaient engagés à protéger cette nature et puis chaque année on a eu de nouveaux engagements mis sur la table, de nouvelles déclarations. Maintenant, c'est le moment de traduire ces grandes déclarations de présidents et chefs d'État et de gouvernement dans ce nouvel accord, ce nouveau cadre mondial pour la biodiversité qui va définir en fait l'action de ces gouvernements et au-delà des entreprises, des collectivités locales, de l'ensemble des institutions financières, ces prochaines années, ce cadre va vraiment organiser les choses, un peu comme l'accord de Paris. Donc on a une forme de colère froide et cette colère froide, il va falloir l'utiliser pour, avec détermination, pousser les ministres qui sont ici présents à conclure ce nouveau cadre mondial. Là, c'est vraiment le point d'équilibre instable, si vous voulez, où on risque de tomber du côté
de l'échec, un échec qui devra malheureusement être cet échec des ministres, et puis l'autre qui pourrait être dans les prochaines heures, si les ministres se reprennent en main, eh bien sauver l'accord avec des engagements forts pour changer de modèle agricole, des engagements forts pour financer les actions de protection de la nature dans le monde. Donc on va dire que nous sommes vraiment préoccupés, une forme de colère froide, mais il y a besoin d'exploiter cette énergie pour pouvoir pousser les ministres à décrocher un cadre mondial pour la biodiversité. Tout n'est pas perdu, donc il faut continuer à y croire pour pouvoir appuyer, car aucune décision pour l'instant n'a été prise. Elles sont attendues pour lundi. Alors je rappelle que l'objectif, c'est 30-30, c'est ce slogan qui revient, 30% de la planète en zone protégée à l'horizon 2030. Vous parlez des ministres, mais ils ne sont pas tout seuls à la manœuvre. Il y a aussi, vous l'avez dit, les entreprises, le grand public, les lobbies qui sont aussi présents. Oui, alors les gouvernements, c'est par ces cadres internationaux qu'ils organisent leurs actions, leurs engagements. Donc ils sont en première ligne en termes de responsabilité. Et autour, ce qu'on a vu ici à cette COP, et même avant cette COP, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui prennent des engagements pour la nature, la biodiversité. On a par exemple des entreprises présentes ici qui ont décidé de s'aligner avec la science, c'est-à-dire de s'aligner avec les limites planétaires et de faire en sorte de sortir de leur pollution, de voir sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement comment lutter contre la déforestation et travailler avec les producteurs pour que justement les cultures ne se fassent pas au détriment d'écosystèmes comme les savanes dans le Cerrado ou même encore la forêt en Amazonie ou dans le bassin du Congo. Donc on sent qu'il y a ce balbutiement qui aurait dû et qui devrait justement orienter les ministres pour dire il y a des solutions. On a la possibilité de faire de l'agroécologie, on a la possibilité de faire de l'économie circulaire sans utiliser ces plastiques à usage unique. On a la possibilité de financer la biodiversité. Pourquoi ? Parce que les institutions financières, les entreprises, même ici, c'est justement l'objet d'une négociation, lorsqu'elles rapportent leurs impacts sur la biodiversité. Et qu'en est-il ? Aussi regarde les risques que comporte l'effondrement de la biodiversité, c'est majeur pour la pérennité de ces entreprises. Pierre Canet, qu'en est-il de, vous parlez d'agroécologie, qu'en est-il de la consommation de viande ? Justement, on sait que c'est là aussi un point important. Est-ce que ça c'est abordé ou pas ? L'élevage. Alors moi, ici, j'ai l'impression de me retrouver justement au moment où on poussait les États à décrocher l'accord de Paris à la COP21 à Paris. Et lorsqu'on regardait dans le texte de l'accord de Paris, il n'y avait aucune référence aux énergies fossiles, aucune référence aux solutions comme les énergies renouvelables, aucune référence à la nature qui représente une solution aussi pour le climat. Eh bien, on est un peu aussi là dans ce contexte où finalement les problèmes ne sont pas pointés du doigt. Lorsqu'on voit dans les salles de négociation comment certains pays essayent de torpiller l'ambition sur la réduction de moitié des pesticides, lorsque l'on voit ici comment certains pays ne veulent pas assurer l'obligation de rapporter des grandes multinationales sur les questions de biodiversité, on voit que les problèmes ne sont pas pointés du doigt et que les solutions, comme les solutions fondées sur la nature, sont aussi menacées. Donc c'est comme si on disait, nous les pays, nous allons enrayer la biodiversité d'ici à 2030 sans expliquer pourquoi, comment et avec qui. Et donc malheureusement, si c'est cela ce qui se profile, ce sera un mauvais accord et un échec de ce processus. Pierre Canet, il y a un problème aussi d'argent. On va venir aussi à ce vrai problème de financement. On a vu là, le Canada remet au pot une aide totale de 1,5 milliard de dollars canadiens. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais les pays émergents, à commencer par le Brésil, veulent un nouveau fonds mondial. Ils sont en désaccord avec les pays du Nord. Est-ce qu'il faut un nouveau fonds mondial ? Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'il faut plus de financement pour la protection de la biodiversité et la transformation des modèles. C'est aujourd'hui un écart flagrant entre les financements mobilisés sur les pollutions, 1800 milliards de dollars sont mis sur des activités de soutien aux activités qui polluent, alors que seulement 100 à 140 milliards sont mis sur des activités pour la nature et la biodiversité. Vous voyez cet écart ? C'est de l'ordre de 10. Il va falloir donc que cette conférence sur les flux globaux de financement puisse effectivement définir l'enveloppe globale et les mécanismes pour aider les pays en développement à faire de la nature. Et aujourd'hui, ça échoppe sur ce point, c'est-à-dire que
certains pays bloquent sur la création d'un fonds ou des mécanismes de financement qui permettraient de rediriger plus de financement vers les actions de conservation dans les pays en développement. C'est une clé aussi, une clé de l'accord pour la biodiversité, de la conclusion de cet accord, mais il y a des sortes de tractations qui se font, c'est-à-dire que certains pays comme la France considèrent que ça doit être le financement et l'ambition, et donc il y a une forme de négociation qui se joue là entre les éléments qui touchent à l'ambition dans le texte, sur la transformation par exemple des modèles agricoles et la réduction de pesticides, et les financements qui seraient apportés, ou même le zéro extinction d'espèces qui est aussi en sursis. C'est-à-dire qu'on parle d'enrayer la biodiversité, mais dans les négociations, les pays ne sont pas prêts à dire zéro extinction d'espèces. Eh bien, ce sont ces tractations à l'œuvre entre les financements et l'ambition que l'on voit aussi entre les ministres. Merci Pierre Canet d'avoir été en direct dans 64 minutes. On a bien compris que de dures négociations se déroulent en ce moment à cette COP 15, donc qui se déroule à Montréal. Merci à vous.